Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler de la granulomatose éosinophilique avec polyangéite, anciennement angéite de Church-Strauss, dans le cadre du DIU, étude approfondie des polyarthrites et des maladies systémiques. Je suis Xavier Puéchal et je travaille au centre de référence des maladies auto-immunes de l'hôpital Cochin à Paris. Alors, de quoi parle-t-on? On parle d'une vascularite qui prédomine sur les petits vaisseaux, qui s'accompagne dans un tiers des cas seulement d'anticorps anticytoplasme des polynucléaires, et quand c'est le cas, la cible est la myéloperoxydase. Cette maladie se caractérise par l'association d'un asthme et d'une éosinophilie dans la très quasi-totalité des cas, avec également des manifestations de vascularite et de granulomes. On la distingue de la granulomatose avec polyangéite et de la polyangéite microscopique. Elle a été décrite comme étant une inflammation granulomateuse nécrosante, riche en éosinophiles, qui touche souvent les voies aériennes, avec également une vascularite nécrosante qui va prédominer sur les vaisseaux de petit calibre. Sa grande particularité est l'asthme quasi constant et l'éosinophilie quasi constante au moment du diagnostic. Les polypes nasaux sont particulièrement fréquents également. Cette maladie évolue habituellement en 3 phases. Chez un patient qui a un asthme et différentes manifestations allergiques, dans un second temps, va apparaître une éosinophilie et un infiltrat pulmonaire. Puis, le plus souvent quelques années après cela, va survenir les différentes manifestations systémiques de la granulomatose éosinophilique avec polyangéite et notamment la vascularite. Les patients ont très souvent des signes généraux, avec par exemple des myalgies ACPK normales, des arthralgies d'horaire inflammatoire, voire une authentique polyarthrite. Et puis, la vascularite va pouvoir toucher différents organes, comme le système nerveux périphérique ou central, l'atteinte cutanée, les signes pulmonaires, le tube digestif ou le rein. Cette maladie s'associe à un asthme et une éosinophilie quasi constante. Voici les manifestations cliniques au diagnostic, avec, vous voyez, comme manifestation en dehors de l'asthme et de l'éosinophilie, ce qui prédomine, c'est les signes généraux et les signes neurologiques, mais également les signes ORL. L'infiltrat pulmonaire est retrouvé chez 40% de ces malades, et vous voyez que la cardiomyopathie dont on va reparler, qui fait la gravité de cette maladie, se voit chez 16% des patients. L'atteinte neurologique est particulièrement fréquente et peut laisser de graves séquelles sur le plan fonctionnel. L'atteinte ORL est une sinusite habituellement souvent banale au début, qui va tendance à récidiver et qui va persister une fois que, ainsi que les manifestations allergiques, une fois que la vascularite sera guérie. Les infiltrats pulmonaires sont ici des infiltrats en verre dépoli qui ont la particularité d'être migrateurs, avec une distribution qui peut être patchy. On a beaucoup plus rarement une hémorragie alvéolaire par capillarite pulmonaire. On peut avoir des signes cutanés, comme par exemple ici chez cette patiente, et la myocardiopathie spécifique de la maladie s'apprécie au mieux sur l'IRM, comme c'est le cas ici, peut donner des tableaux d'insuffisance cardiaque avec des troubles électriques, une augmentation de la troponine, une baisse de la fonction ventriculaire gauche à l'échographie cardiaque, mais c'est l'IRM qui va pouvoir la mettre en évidence au mieux, comme par exemple ici, après injection de gadolinium, vous voyez sur la diapositive de gauche une prise de contraste tardive du symptôme, avec un hypersignal en T2 sur le même territoire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'IRM est trop sensible et va dépister des anomalies, même chez des malades qui ne feront jamais, au cours de leur suivi évolutif, d'atteinte cardiaque. Voici une représentation simplifiée avec à gauche la granulomatose avec polyangéite pour insister sur l'asthme et l'éosinophilie et les ANCA qui sont présents chez le tiers des patients avec parfois des manifestations granulomateuses. En fait, les manifestations initiales vont pouvoir définir 2 phénotypes selon l'existence ou non d'ANCA dirigés contre la myéloperoxydase.
Vous avez des patients qui ont un asthme et un infiltrat pulmonaire qui sont répartis équitablement selon le taux des ANCA. Mais chez les patients qui ont des ANCA, en rouge, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de manifestations en lien avec la vascularite, comme une hémorragie alvéolaire, une neuropathie périphérique, une glomérulonéphrite ou un purpura, alors qu'à contrario, chez les malades qui n'ont pas d'ANCA, on voit plus souvent un épanchement pleural, mais souvent, la cardiomyopathie est beaucoup plus fréquente, 2 fois plus fréquente quand il n'y a pas d'ANCA. La survie est conditionnée par l'existence d'une protéinurie, d'une créatininémie au-dessus de 140 micromoles par litre, d'une atteinte digestive sévère, la cardiomyopathie ou l'atteinte du système nerveux central. Chacun de ces items rapporte 1 point dans le 5-factor score et vous voyez les courbes de survie qui dépendent très nettement de ce 5-factor score. Celui-ci a été validé dans cette maladie-là, puisque vous voyez ici le suivi à 10 ans de 118 patients qui ont été inclus en fonction de leur FFS. 74 n'avaient pas de signe de gravité, comme c'est la majorité de ces patients, et ont été traités par corticoïdes seuls en première intention, et 44 avaient des signes de gravité et ont reçu un immunosuppresseur en première intention. Eh bien, quand on regarde le suivi à 10 ans de ces 2 groupes de patients poolés, on se rend compte que la surmortalité des formes sévères a diminué grâce à la stratification thérapeutique selon le 5-factor score. Comment définit-on une granulomatose éosinophilique avec polyangéite? Les critères de définition classiques sont un patient qui a un asthme hyperéosinophilique et qui a 2 manifestations typiques de vascularite, pouvant toucher la peau, le système nerveux périphérique, etc. Mais en fait, sans obligation d'avoir une histologie. En fait, en pratique, chez un patient qui a un asthme et une hyperéosinophilie, on considère qu'il faut au moins 2 des critères suivants, qui sont les critères qui ont été employés dans l'étude mépolizumab dont on va reparler, pour aboutir à un diagnostic de granulomatose avec polyangéite. Parmi ces 2 critères à rechercher, ça peut être soit une vascularite à éosinophile ou un infiltrat à éosinophile. Ça peut être une atteinte du système nerveux périphérique, un infiltrat pulmonaire labile ou des anomalies rhinosinusiennes, une cardiomyopathie, une glomérulonéphrite ou une hémorragie alvéolaire ou un purpura vasculaire qui traduisent la vascularite, ou bien sûr la présence d'ANCA dirigée le plus souvent contre la myéloperoxydase. Voici ici une histologie avec un infiltrat très riche en eosinophiles. Cette maladie a une excellente survie à 10 ans. Vous voyez ici le taux de survie qui est tout à fait satisfaisant en poulant les patients ayant un score pronostic favorable ou non. Et seul un âge supérieur à 65 ans était significativement associé à une surmortalité dans cette étude. Une autre étude française a retrouvé les mêmes choses, à savoir un âge supérieur à 65 ans associé à une surmortalité, mais également la cardiomyopathie comme étant 2 facteurs indépendants associés à une surmortalité en analyse multivariée. Et également un diagnostic avant qu'on effectue le 5-factor score et qu'on stratifie selon le FFS. Qu'en est-il des facteurs associés au risque de rechute? Quand on a des ANCA, c'est sur la plaque de gauche, on rechute plus souvent que quand on n'en a pas. Et quand on a un taux d'éosinophile bas au diagnostic, on rechute plus souvent que si le taux d'éosinophile dépasse les 3000. Ça, c'est en analyse multivariée. Quelle va être l'évolution sous traitement? Assez facilement, avec les corticoïdes, on obtient une rémission. La vascularite peut rechuter à la décroissance des corticothérapies, surtout si vous cherchez à obtenir un sevrage des corticoïdes dans les 2 premières années. Et à côté de ces rechutes de vascularite, on distingue l'aggravation des manifestations allergiques et ORL et la décompensation d'un asthme, qui ne sont pas vraiment des manifestations de rechute de vascularite, mais qui peuvent survenir et venir nécessiter une corticothérapie au long cours, puisque dans toutes les études, la majorité des patients restent sous corticoïdes au long cours. En raison surtout d'un asthme chronique, en raison de la rhinite chronique allergique et à l'origine, bien évidemment, cette corticothérapie d'une ostéoporose non négligeable. Un mot à part sur la neuropathie périphérique dont on a déjà parlé pour dire que
très souvent, elle s'associait à une diminution de la qualité de vie des patients du fait des séquelles. La vascularite, quand elle rechute, rechute dans les 2 premières années, dans l'immense majorité des cas. Et après, vous voyez que la courbe est plutôt une droite, c'est-à-dire que les rechutes tardives de vascularite sont extrêmement rares. Au contraire, les exacerbations isolées d'asthme ou de manifestations ORL surviennent tout au long de la maladie, et y compris quand la vascularite a guéri. Ce qui fait que seulement 15% des patients vont présenter ni rechute de vascularite, ni exacerbation d'asthme ou de manifestation ORL au cours du suivi. Les 3/4 des malades ont une corticothérapie au long cours, en moyenne autour de 7 mg par jour. Quel est le traitement? Le traitement est stratifié selon le 5-factor score. Quand le 5-factor score est à 0, c'est la corticothérapie en traitement d'induction et en traitement d'entretien. On a essayé d'analyser si un immunosuppresseur comme l'azatioprine ne pouvait pas améliorer le pronostic de ces formes-là. Eh bien, il n'en est rien. On n'a pas moins d'échecs de mise en rémission, on n'a pas moins de rechutes, on n'a pas moins de malades avec une exacerbation d'asthme ou de manifestation rhino-sinusienne, et on n'a pas d'effet d'épargne cortisonique avec l'azatioprine en adjonction à une corticothérapie dans ces formes. Donc, on en reste à la corticothérapie. Par contre, si jamais le malade a une forme réfractaire ou s'il rechute, on envisage l'azatioprine ou le méthotrexate, voire le cyclophosphamide ou le rituximab, voire de mettre le patient dans un essai thérapeutique. Pour les formes qui ont au moins un facteur pronostic défavorable, la corticothérapie est très efficace et doit être associée à un immunosuppresseur qui est habituellement le cyclophosphamide. Celui-ci s'administre en perfusion tous les 14 jours de 0,6 g par mètre carré, puis toutes les 3 semaines jusqu'à l'obtention d'une rémission. En général, 6 bolus suffisent. On diminue les doses en cas d'insuffisance rénale et on les plafonne à 500 mg chez le sujet de plus de 65 ans. En cas de rémission incomplète, on discute 3 bolus supplémentaires. On pense à la prévention de la pneumocystose fréquente sous cyclophosphamide et à la préservation de la fertilité. Le traitement d'entretien associe une faible corticothérapie et classiquement l'azatioprine ou le méthotrexate, mais de nouvelles molécules, notamment anti-IL5, sont en train de venir enrichir l'arsenal thérapeutique. Vous voyez ici l'essai publié avec le mepolizumab chez des patients qui avaient une granulomatose éosinophilique avec polyangéite, et vous remarquez au passage que la posologie est 3 fois la posologie de l'asthme, c'est-à-dire 300 mg sous-cutanés mensuels. Cette étude a recruté des patients qui avaient soit une maladie réfractaire, soit une maladie en rechute, qui avaient un BIVA, c'est-à-dire un score de vascularite qui était non nul seulement chez 50% des patients, ce qui veut dire que l'immense majorité de ces patients n'avaient pas de vascularite au départ. Et vous voyez que les malades avaient une maladie qui évoluait en moyenne depuis 5 ou 6 ans, ce qui veut dire que c'était probablement des vascularites qui avaient guéri et des asthmes hyperéosinophiliques qui persistaient de façon résiduelle pour la majorité des patients. Et le taux de rémission défini dans cette étude par un BIVAS, c'est-à-dire un score de vascularite nul et une corticothérapie inférieure à 4 mg par jour, était bien meilleur sous mepolizumab que sous placebo. Et vous voyez que le taux de rechute qui groupait les rechutes de vascularite et d'asthme et de manifestation ORL était également moindre dans le groupe mepolizumab par rapport au groupe placebo, avec une épargne démontrée de corticoïdes dans le bras mepolizumab par rapport au bras placebo. Par exemple, dans le bras mepolizumab, 18% des patients ont pu arrêter les corticoïdes versus 3% dans le bras placebo. Alors on voit que ce n'est pas 100%, mais on voit que c'est quand même un effet d'épargne des corticoïdes qui est particulièrement bienvenu chez ces malades qui sont sous corticothérapie, sinon au long cours. Alors, qu'est-ce que nous, on fait en pratique quand on a un asthme et ou des manifestations ORL persistantes? En général, c'est après guérison de la vascularite. On est embêté s'il y a une corticodépendance supérieure à 7,5 mg par jour. On vérifie systématiquement l'absence de reflux gastro-œsophagien ou d'exposition aux AINS. On vérifie que le malade prend bien ses bêta-2 agonistes. On introduit le Spiriva Respimat s'il n'est pas prescrit et on envisage la mise sous mepolizumab en cas d'échec de la trithérapie inhalée. On fait un bilan avant l'introduction de ce traitement en utilisant des questionnaires d'asthme et de manifestations rhino-sunisiennes.
On réalise un scanner thoracique sans injection et des épreuves fonctionnelles respiratoires et on vérifie les IgE totales et les IgE anti-aspergillaires. Et ensuite, le patient est présenté en réunion multidisciplinaire asthme sévère pour validation de l'indication des anti-IL-5. Et en sachant que dans notre centre, on débute à 100 mg par mois, qui est la posologie officielle de l'asthme éosinophilique, qui a une AMM, alors que le mépolizumab n'a pas encore d'AMM dans la granulomatose éosinophilique avec polyangéite en Europe. Un certain nombre de traitements sont en cours d'évaluation. J'en dis rapidement un mot. Une étude rétrospective sur des granulomatoses éosinophiliques avec polyangéite traitées par rituximab pour une maladie soit réfractaire, soit en rechute, avait donné des résultats intéressants, notamment chez les malades qui ont des ANCA, puisque vous voyez que le taux de rémission complète diffère significativement et est plus important chez les malades qui ont des ANCA. Un essai prospectif français, l'essai REOVAS, est en cours d'analyse et évalue le rituximab initialement par rapport à un placebo chez les malades qui ont un FFS à 0 ou par rapport à l'endoxan chez les malades qui ont un FFS à au moins 1. Il est en cours d'analyse, on aura les résultats bientôt. Et pour ce qui est, donc ça c'était en induction, l'analyse du rituximab en induction, et un essai évalue également le rituximab en traitement d'entretien, l'essai MENRITSEG, où 82 patients ont été inclus jusqu'à présent avec un schéma de rituximab de 500 mg tous les semestres. Ça inclut donc des patients qui sont en rémission à dose stable de corticoïdes, rémission de leur vascularite, à condition qu'elle ait fait une poussée au cours de l'année précédente. Enfin, un essai institutionnel débute également, qui va évaluer le mépolizumab à 300 mg cette fois-ci pendant un an versus en adjonction de la corticothérapie versus placebo chez les patients qui ont un FFS à 0 ou versus endoxan chez les patients qui ont un FFS à 1. En conclusion, retenez que ces patients ont un asthme hyperéosinophilique et deux manifestations extrapulmonaires autres. Retenez la surmortalité des formes sévères effacées par un traitement stratifié selon le FFS, qui valide ainsi le FFS dans cette maladie-là. Retenez qu'il faut différencier les rechutes de vascularite qui sont souvent précoces à la décroissance des corticoïdes des exacerbations d'asthme ou de manifestations ORL qui surviennent pendant toute la vie du patient, y compris après guérison de la vascularite, et que seulement 15% des patients qui ont une granulomatose éosinophilique avec polyangite n'ont ni rechute de vascularite, ni exacerbation d'asthme ou de manifestation ORL, ce qui fait qu'ils sont souvent sous corticoïdes au long cours. Ils ont également des séquelles, notamment neurologiques périphériques. Le pronostic vital est dominé par la cardiopathie et la toxicité des glucocorticoïdes. Les besoins thérapeutiques ne sont pas parfaitement couverts dans cette maladie, avec l'émergence de thérapies ciblées, notamment les traitements anti-IL-5, peut-être pour les patients spécifiquement en cas moins, et peut-être que le rituximab sera validé pour les patients ayant des ANCA+, mais il y a un point d'interrogation encore, il faut attendre les résultats d'études pour pouvoir conclure. Et retenez également que le rituximab est en cours d'analyse en phase d'induction dans l'essai REOVAS et que l'essai MENRITSEG recrute toujours des patients pour évaluer le rituximab en traitement d'entretien. Je vous remercie de votre attention.